L'immobilier dans le bon sens, présenté par Alexandre Toussaint, président fondateur de Baltis Capital. Bonjour à tous, merci de participer à ce lancement de cette nouvelle émission. Alors pour ceux qui nous découvrent seulement aujourd'hui, je vais rappeler un peu l'ADN, l'objectif de cette émission donc, qui s'appelle l'immobilier dans le bon sens. Né d'une volonté de mettre en lumière, de mettre en avant les acteurs qui ont une vision assez différente de l'immobilier, qu'ils soient constructeurs, promoteurs, investisseurs, locataires, exploitants, même des pouvoirs publics. L'objectif, c'est de les recevoir chaque mois sur ce plateau pour qu'ils nous exposent leurs convictions et nous fassent part de leur vision de l'immobilier de demain. Et on accueille aujourd'hui du coup Alexandre Born qui, je pense, est un peu la star de cet ADN immobilier qui a du sens. Donc Alexandre, bonjour. Salut Alexandre, merci. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation pour cette première émission. Je suis ravi que tu sois là et que tu puisses nous parler de Belleville et de tous vos projets. Donc si ça te va, peut-être qu'on peut commencer par ton histoire, ton parcours, que tu nous expliques un peu comment tu es arrivé aujourd'hui à Belleville. Ben ouais, déjà merci de me recevoir, c'est un plaisir d'être là. Et donc moi, à la base, je suis ingénieur travaux, j'ai fait l'INSA Toulouse. J'ai rencontré d'ailleurs mes associés là-bas, l'INSA Toulouse pour certains. Et à l'issue de mes études un peu tracées, j'ai été ingénieur travaux pendant 4-5 ans dans des entreprises de construction, chez des majors de la construction pour me faire la main, on va dire, au métier de la construction. J'ai enchaîné sur un grand voyage, un tour du monde pendant 1 an pour prendre un peu de recul. Et je me suis installé à Paris ensuite pour faire de la maîtrise d'ouvrage délégué. Donc j'ai fait pendant 4-5 ans, ce qui m'a permis de travailler sur des gros projets de réhabilitation et des restructurations lourdes. Toujours avec cette volonté de prendre du recul sur le projet immobilier et pas de se cantonner qu'à l'acte de construire, mais justement de voir un petit peu ce qui se passait en amont sur le financement, sur le montage. Et ensuite, j'ai été intéressé par justement le métier de l'architecture qui m'a beaucoup plu. Et j'ai travaillé pendant 3 ans à la direction du développement chez Philippe Gambaretta, qui est un architecte parisien, dont l'agence s'appelle PCA Stream, qui m'a encore permis de voir d'autres choses et un autre axe aussi de notre métier. Et puis, voilà, les choses allant, le projet de Belleville a commencé à se monter, à se structurer, a pris beaucoup d'ampleur. Et donc, je me suis dédié à ça à 100% depuis 1 an. Année de lancement de Belleville et en même temps d'un master en gestion et stratégie des investissements que j'ai fait à la Sorbonne pour muscler un peu tout ça et dans de bonnes conditions de lancement. Mais du coup, comment est né Belleville? C'est quoi? C'est une discussion un peu informelle que tu as eue avec tes camarades en disant bon, on fait de l'immobilier, c'est bien, mais comment est-ce qu'on pourrait le faire peut-être un peu différemment et peut-être de donner un peu plus de sens? Ça a été un peu un hasard ou c'est une réflexion que vous avez menée? En fait, je dirais que c'est vraiment un processus. À la base, c'est 5 amis. On s'est rencontrés, on est formés dans les mêmes métiers, on a chacun un peu vécu nos vies, nos expériences respectives. On a vu des choses qui nous ont plu, qui nous ont moins plu. Et dans toutes ces années-là, en fait, on discutait. Et Belleville, en fait, c'est aujourd'hui ce qui me frappe le plus, c'est 3 années de discussion, quasiment avant le lancement, à parler et à se confronter à des questions qui nous ont intéressés. Et aujourd'hui, on s'est retrouvés autour de ça. Après, c'est aussi l'envie d'entreprendre, de faire les choses par nous-mêmes, de maîtriser ce qu'on fait et de porter aussi nos ambitions au plus loin, quoi. Donc voilà, Belleville, c'est ça. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait aussi la force, c'est cette complémentarité entre les profils et les associés. Si tu en enlèves un, ça change tout. Ça déséquilibre. Ouais. Donc on va revenir un peu sur ce que vous faites, mais déjà si on s'arrête un peu sur le nom Belleville, parce que je pense qu'il est quand même assez caricatural, il explique bien ce que vous faites. L'idée c'était quoi? C'était de montrer que le patrimoine de la France est beau justement et qu'il y a beaucoup de richesses dans nos territoires. Donc, comment vous avez trouvé ce nom? Est-ce que c'était une évidence? Alors déjà, c'est une galère de trouver un nom. Ouais. Je pense que tu le sais d'ailleurs en tant qu'entrepreneur. Mais au-delà de ça, c'est un peu justement c'est un mix entre 2 choses. Cette notion d'une belle ville, oui, c'est vrai que c'est aussi quelque chose, un élément important. À la base aussi, c'est le quartier de Belleville à Paris est aussi inspirant. Sans dire qu'on a appelé Belleville en référence à ce quartier, mais on est sur les 5 associés, on est 3 à y avoir vécu. On s'est intéressé, les premières discussions qu'on a eues
à la base sans penser monter une entreprise en soi, c'était autour de la gentrification et cette question de quartiers populaires comme Belleville. Moi, j'habite encore à Ménilmontant et en fait, c'est des quartiers qui sont passionnants, qui sont des anciens quartiers populaires, des anciens faubourgs dans lesquels les choses ont beaucoup changé, les prix montent, on voit à quel point les quartiers se façonnent et en même temps ils restent intéressants. Et en fait, cette question de la gentrification qui était à l'initiative et au début de l'aventure, c'était aussi de comprendre les ambiguïtés d'un secteur de l'immobilier, de la construction. Il n'y a pas une recette. Je pense que celui qui a la recette à la gentrification, je pense que ce serait bien qu'il nous la donne. Et on y participe tous et donc en y habitant, et c'est vraiment intéressant comme principe. Et ça aussi lancé les réflexions. Alors du coup, Belleville Foncière Responsable, ESUS, donc alors pour ceux qui ne connaissent pas, donc entreprise solidaire d'utilité sociale. Alors j'imagine que c'est la démarche logique d'une foncière responsable d'avoir c'est un agrément, c'est ça? Ouais, c'est un agrément. Ouais. C'est un agrément. Et en 2 mots, qu'est-ce que ça apporte de plus ou qu'est-ce que ça vient confirmer d'avoir cet agrément? Alors déjà, l'agrément ESUS, donc entreprise solidaire d'utilité sociale, il impacte notre objet social. C'est l'objet social de Belleville et sa volonté, sa raison d'être. Donc de répondre à des projets d'intérêt général. Ça, c'est la première chose et c'est ce qui nous motive. Après, on n'utilise pas encore tous les avantages de l'agrément ESUS, notamment financiers, qui permettent à des investisseurs particuliers de défiscaliser en investissant dans des petites moyennes entreprises et des entreprises ESUS. C'est quelque chose qui est intéressant pour faire appel à la finance citoyenne, on en parlera peut-être après, mais c'est déjà aussi une manière de maîtriser notre objet social et de maîtriser aussi la notion de la lucrativité au sein de la société. On prend des engagements forts, même au-delà de l'agrément ESUS, en termes d'écart de salaire, en termes de limitation des dividendes, limitation de la valeur des parts. Tout n'est pas encadré par l'agrément ESUS, mais on travaille même pour aller au-delà et encadrer d'autres choses. Très clair. Et alors du coup, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, parce que l'émission s'appelle du coup l'immobilier dans le bon sens, en quelques mots, du coup Belleville, que fait Belleville derrière et quelle est son ambition du coup dans l'avenir? Déjà, tu parlais de bon sens. Pour moi, c'est quelque chose qui est hyper important, la question du bon sens. Et en fait, on dit Belleville Foncière Responsable ou Foncière ESUS. Même nous, en interne, on se questionne vraiment sur cette question de la foncière responsable ou solidaire. C'est même un nom qui, au bout d'un moment, qui nous plaît de moins en moins parce qu'on ne veut pas avoir l'air de donneur de leçons. C'est pas du tout ce qu'on veut. Nous, on veut juste inspirer et faire les choses bien. Et je pense que malheureusement, le monde de l'immobilier, c'est un monde qui est aussi très opaque, et nous, on prend des engagements sur la limitation de notre rémunération et de la lucrativité. Et donc, il faut aussi qu'on le dise et qu'on le montre. Donc, forcément, on est un peu obligé. Mais j'espère que ça changera. Et les foncières de bon sens, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Parce que pour nous, ça reflète vraiment la volonté qu'on a et que tout le monde devrait avoir de faire les choses par bon sens, en considérant avec bienveillance et avec considération de son environnement, de la société, de l'écosystème. Et peut-être juste pour rebondir là-dessus, mais on avait des élus qui on a fait une présentation, des élus vraiment intéressants qui étaient passionnés et concernés par ce sujet de foncière et qui nous disaient à la fin, mais en fait, c'est génial, tout l'immobilier devrait être comme ça, mais finalement, est-ce que c'est très innovant, voire même très solidaire ou responsable? Je pense surtout que, en effet, c'est une bonne question et déjà, il faut le faire. Donc, voilà. Bon, c'est souvent assez innovant de faire les choses simples. Ouais, c'est une première innovation. Donc le Foncière Belleville revitalise les territoires. Vous vous adressez à tout type de projets, que ce soit dans des grandes métropoles, dans des villes de taille moyenne, même des petits villages, c'est ça? Ouais. Vous n'avez pas de critères très définis. C'est-à-dire que c'est un peu, c'est quoi? C'est au coup de cœur, c'est à la cohérence, c'est comment est-ce que vous sélectionnez vos projets? Est-ce que tu peux donner quelques exemples de projets aussi qu'on détaillera plus tard, mais pour qu'on ait vraiment une vision claire de ce que vous faites? En fait, on intervient déjà nous, on essaie de répondre à plusieurs défis. Par exemple, la question du logement, c'est un des défis importants auxquels on doit répondre aujourd'hui. Le mal logement, on se doit de répondre à ça. L'immobilier est un moyen pour ça. Nous, notre position, c'est vraiment de considérer l'immobilier comme un outil. C'est comme un moyen de se déplacer, c'est comme un vélo et finalement ce qui nous intéresse, c'est pas tant l'immobilier en soi, c'est la finalité. Donc en quoi notre projet va répondre à des questions de société. Ce qui fait que Belleville aujourd'hui prend une dimension importante, c'est qu'on n'est pas
acteur de l'immobilier en soi, on est un acteur de la société, on répond à des problématiques de société qui sont sociales, qui sont écologiques et qui sont même économiques aussi, liées à notre capacité à créer de l'emploi avec cet outil immobilier. Donc notre premier critère, c'est celui-là, c'est en quoi notre projet va permettre d'améliorer les choses et d'améliorer cet écosystème-là. Donc tous nos projets répondent à ça. On ne peut jamais tout faire en même temps, donc il faut être très très honnête aussi et humble vis-à-vis de ça. Mais en même temps, on essaie d'être le plus exigeant possible sur chacun de ces critères socio-écologiques. Donc ça y est, vous trouvez le nom, vous avez constitué l'équipe. Ensuite, comment vous êtes passé? Alors tu me parlais tout à l'heure de finances citoyennes. On va rentrer un peu dans ce sujet-là. Donc je crois que vous avez fait du coup une campagne de crowdfunding sur la plateforme Lita. C'était quoi l'objectif? Est-ce que c'était financier? Est-ce que c'était en termes d'image, de communication, de fédérer des particuliers? Est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que vous êtes arrivé à vouloir travailler avec Lita et comment ça s'est passé avec eux? Alors, il y a plusieurs enjeux en effet. Le premier qui est très intéressant, c'est de créer un engouement aussi autour d'un projet et de vérifier l'adhésion aussi des citoyens. Et comme je disais, Belleville, c'est un projet de société. Et finalement, c'est ça qui nous a impressionné aussi, c'est cette adhésion. Il y a eu 728 investisseurs qui ont soutenu le projet de tout type. Et donc, en fait, on s'est dit, vraiment, on touche un problème de fond qui intéresse les gens. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est ce que défend Lita. Lita est une référence aussi dans les plateformes de crowdfunding. Donc, ils font du financement participatif et ils permettent aux citoyens d'investir leur épargne correctement, on va dire, avec le maximum de sens et de valeur dans des projets qu'ils ont préaudités au préalable. Donc, nous, comme les autres, on a été audités et la force, la solidité, mais aussi l'ambition, les valeurs de notre projet ont été étudiées. Et c'est aussi important quand Lita on prend des projets, c'est qu'il y a aussi derrière une certaine rigueur et un engagement. Donc cet engagement citoyen, que les gens puissent investir dans une foncière. Sur Lita, c'est assez marrant, c'était la première fois qu'il y avait une foncière qui ouvrait des tickets à 100 €. Donc ça, c'était important. On a eu Vincent, qui était le responsable chez Lita, qui nous disait tiens, il y a un investisseur, il a vraiment envie d'investir dans une foncière et il veut mettre 100 €, donc il a pu le faire. Et il y a eu des tickets à 150 000. Il y a eu des gens de l'immobilier, il y a eu des curieux, il y a eu des convaincus, des gens qui étaient simplement là pour le rendement. Donc voilà, ça nous intéresse vraiment d'avoir cette mixité de personnes. Donc je rappelle juste lita.co, donc plateforme de crowdfunding dédiée aux projets durables, responsables, solidaires. Donc allez faire un tour sur le site si vous souhaitez donner du sens à l'immobilier et à votre épargne surtout. Donc je crois qu'au départ, vous cherchiez 500 000 €. Je crois que le compteur a explosé. Est-ce que vous êtes arrivé à quasiment 2 millions d'euros? Ouais, c'est ça. Ouais. On est parti à 500 000, on était prudent. Petit démarrage tranquille, on va dire, dans la collecte. Puis on était en plein Covid, confinement, phase 1. Donc on était assez mal à l'aise au démarrage de demander de l'argent à des personnes, pour certaines qui traversaient des moments difficiles avec l'anxiété qu'il y avait autour de ça. Donc on a mis du temps à se décider de continuer on s'est posé pas mal de questions et puis on s'est dit que le projet répond à une problématique et d'autant plus à ce moment-là. Et donc il fallait qu'on continue et on l'a fait. Lita, une équipe jeune, hyper pro, vraiment des gens bien. Et donc avec eux, on a réussi à faire ça. Donc 2 millions d'euros d'investissement, record de la plateforme. Voilà, donc ravi. Et ça nous a donné les moyens. Donc, tu disais dans ta question, mais au-delà de l'engouement et de la participation citoyenne, c'est aussi avant tout des fonds pour faire les projets qu'on avait identifiés. Et c'est grâce à ça qu'on peut aujourd'hui porter des aussi beaux projets. Bravo pour cette belle collecte. On a rencontré des investisseurs qui ont participé à la levée de fonds sur Lita. On va les écouter parce qu'ils ont chacun des motivations très différentes. Donc c'est assez marrant d'écouter leur avis. Donc je te propose qu'on les écoute. On en a sélectionné 5. Donc on va d'abord écouter Thomas, donc lui qui parle plus d'impact. J'ai investi dans Belleville Foncière Responsable car je pense que redynamiser les villes moyennes, pour la plupart, est vital pour le maintien de notre économie. De manière générale, je préfère investir dans des choses concrètes, c'est-à-dire qui ont un impact sur la vie quotidienne des gens, plutôt que dans certains montages financiers obscurs où l'on peine à savoir qui sera l'ultime bénéficiaire. Gros avantage de ce dossier également, c'est sa sécurité, je trouve, avec des obligations garanties. Parfait, lui.
Bah, il a tout dit. Hein. Il a tout dit, il a bien résumé là. Il a tout dit. Non, j'aime bien cette notion concrète. Nous, on est... En fait, on est un peu des... Enfin, on aime bien, je ne vais pas dire des faiseurs, parce que ça fait un peu... mais on aime bien faire les choses. Belleville, à la base, c'est entreprendre, c'est faire les choses. On a marre de parler et de conseiller. On veut le faire. Et je pense qu'il parle de cette notion. Ensuite, la deuxième chose qu'il évoque, c'est investir dans les villes moyennes, redynamiser des territoires. Aujourd'hui, on a lancé Belleville, on ne le savait pas à ce moment, il y a 3 ans, plan Action Cœur de Ville n'était pas sorti. Toute cette dynamique politique aussi autour de la redynamisation des villes moyennes n'était pas encore à ce point lancée, mais le diagnostic était là, on l'avait aussi fait. Et on a vu énormément d'investissements à Paris, en Île-de-France, une énorme concurrence et finalement très peu de gens qui se motivent et qui se mobilisent pour investir dans les villes moyennes, et un constat qui est un petit peu ça marche pas, il y a moins de demandes, et ça on n'y croit pas. Il y a peut-être moins de demandes, mais il y a beaucoup moins d'offres. Donc mettons-nous en place et mobilisons-nous pour créer une offre de qualité dans des territoires qui sont moins regardés, et vous verrez que voilà, il y aura de la réponse, et nous on y croit beaucoup. Ensuite, on va écouter Florent, qui lui parle plus un peu d'intégration locale, donc un peu dans le même ADN que le premier. J'ai investi dans Belleville car en fait je trouve que c'est une entreprise solidaire dont l'impact social est remarquable, et puis je suis d'autant plus fier de participer à cette collecte que je suis membre de leur café associatif que vous devez connaître, l'Escabelle, et que finalement je suis très enthousiaste de leur projet de la halle de la cartoucherie, ayant déjà été moi-même bénévole pour des événements qui ont eu lieu. Donc là, lui, il est fier, quoi. C'est assez rare, je pense, d'être aussi fier d'un investissement, quoi. Ouais, c'est génial. En fait, là, pour le coup, c'est quelqu'un de Toulouse qui connaît les lieux auxquels on participe. Encore une fois, on est loin d'être seul dans ces projets. L'Escabelle, c'est un projet associatif qui est porté pas par Belleville, qui est porté par cet asso qui s'est mobilisé, qui s'appelle l'Escabelle, dans un quartier difficile. Café associatif qui avait fermé, ils se sont remobilisés, ils l'ont remonté, c'est génial, et on essaie d'accompagner ça. Cartoucherie, on en reparlera, projet vraiment énorme avec des grosses retombées sur la ville. Voilà, c'est aussi ça, l'immobilier, c'est de la localité. On n'est pas dans un bureau à Paris avec une ligne Excel et derrière des gens qu'on ne connaît pas. On s'investit là-dessus et on veut être responsable, c'est-à-dire que peut-être qu'un jour il ne sera pas content et il nous le dira, et on travaillera parce qu'on va faire des erreurs, mais au moins on est conscient de cet impact sur la vie des gens. C'est important. Et c'est un peu dans le même thème que Clara, qu'on va écouter, qui aussi, elle, a voulu donner un peu de sens à ses investissements. J'ai investi dans Belleville Foncière Responsable car je suis proche des porteurs de projets. Je partage leurs valeurs et souhaite les aider à développer leurs projets tout en faisant un choix conscient sur l'usage de mon épargne. Écoute, cercle proche, je pense que je sais qui c'est. C'est ça aussi, c'est 728 investisseurs, c'est des gens qu'on connaît. C'était très marrant, là pour le coup c'est un cercle amical et familial presque. Mais on a aussi des gens avec qui j'avais travaillé il y a 5 ans dans l'immobilier, dans une boîte qui n'avait rien à voir, qui ont des postes importants dans l'IMO et qui ont dit j'adore ce que vous faites, c'est super, j'ai investi. Et donc du coup, mais on ne s'était pas reparlé depuis. Et très surpris aussi de voir les gens qui se sont intéressés à ça, avec des profils hyper différents. Donc voilà, cette adhésion commune, c'est enrichissant. On a sélectionné encore 2. On a Didier, donc lui qui parle un peu plus du côté financier. Écoutez. Ça va être clair, ça va être simple, ça va être rapide. J'ai investi dans Belleville tout simplement parce que le remboursement des obligations est garanti. Ouais, autre il est vision pragmatique. Ouais. C'est important. Si on veut toucher le volume aussi, si on veut pouvoir impacter un peu plus largement, réunir des investisseurs, même professionnels, des fonds d'investissement, on doit démontrer une pérennité économique de nos projets, une rentabilité. Nous, on défend la rentabilité
mesuré, modéré, c'est-à-dire que 5% c'est raisonnable. Peut-être que plus ça devient discutable, 5, 7, je sais pas. Ça s'adapte. Mais ça c'est quelque chose qui est important. On veut amener aussi les investisseurs à comprendre qu'on peut gagner un petit peu moins tout de suite, mais vous gagnerez pendant plus longtemps et on sera aussi fiers de l'investissement qu'on a fait. Voilà, donc ça c'est et la notion de garantie, elle est aussi importante. Donc on a pu faire ça et je pense que si je devais donner, souvent on me dit tiens, c'est quand même difficile de monter une foncière, il faut énormément de fonds. Non, en fait, l'argent et la mise de départ, c'est pas forcément ça le sujet. Il y a énormément de moyens de lever des fonds, d'être accompagné, mais par contre, il faut des garanties. Et aujourd'hui, si on veut nous aider, si les pouvoirs publics veulent nous aider, on en discute beaucoup avec des acteurs, des élus, avec la Caisse des dépôts. Il faut qu'on garantisse des prêts, il faut qu'on garantisse des acquisitions, et à un moment, ça passe par ça. Donc, ça peut être un gros moyen d'aider des entreprises comme les nôtres. Bah, vous avez un bon mélange effectivement d'avoir fait appel à l'épargnant à 100 €, avec aussi la foncière de Watou derrière pour assurer cette garantie. Donc c'est vrai que c'était un bon mixte. Et pour finir, je te propose un témoignage un peu plus fun qui peut-être montre que c'était le bon timing d'être pendant le confinement. Ok. Bah alors moi je vais être très franc avec le Covid. Les mois d'avril en fait et mai n'ont pas été très dépensiers pour moi. Du coup voilà, j'ai investi dans Belleville car je souhaitais tout simplement diversifier mon épargne. Bah, c'est assez. Alors, il y a plusieurs choses. Diversification, ça me parle aussi par rapport à notre métier. Hein. On en parle, nous, on est une foncière, donc la diversification de notre patrimoine, la diversification de nos investissements. J'ai fait d'ailleurs mon mémoire de master là-dessus, sur la diversification du patrimoine. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant. Il parle de diversifier aussi ses investissements. C'est intéressant. La question du Covid, moi, je dis pas on n'est pas du tout une résultante et on n'a pas aujourd'hui autant de projets et parce qu'on est dans cette phase compliquée. Je crois pas du tout à ça et j'ai pas envie ça participe. C'est peut-être vrai, ça donne un élan peut-être, mais aujourd'hui le sujet de redynamiser des villes moyennes, il est bien plus profond que ça. Participer à recréer une économie locale, à donner du sens à des projets immobiliers, à participer à favoriser l'accès au logement, c'est des choses qui existent depuis bien plus longtemps et il ne faut pas oublier ça. Voilà. Je pense que oui, certes, vous surfez sur la vague, mais comme tu disais au départ, c'est un projet qui mûrit depuis 3-4 ans, donc vous n'êtes pas du tout des opportunistes dans le sens un peu négatif. C'est au contraire même la concrétisation que vous avez le bon positionnement parce que finalement, on se rend compte avec ce Covid que tout le monde finalement veut faire les choses un peu différentes, avec un peu plus de sens, un peu plus d'impact, un peu plus local. Et du coup, ça confirme votre bon positionnement. Du coup, je propose qu'on enchaîne du coup sur la partie projet. Ouais. Alors, il y a le projet principal pour moi qui est la cartoucherie, qui avait été fortement mis en avant sur l'ITA lors de la collecte et qui est quand même un projet d'envergure que tu vas nous présenter, mais qui est peut-être un peu le symbole de Belleville parce que par sa taille, par son activité et par sa qualité aussi architecturale. Donc, si tu peux nous présenter un peu ce projet de Toulouse. Alors, il est emblématique. La cartoucherie, concrètement, c'est un tiers-lieu de 13 000 m², avec une forte connotation liée à la transition sociale et à la transition écologique, avec des engagements qu'on prend qui sont importants. Mais en même temps, c'est un projet de 29 millions d'euros aujourd'hui, qui va réunir à la fois des activités culturelles avec une salle de spectacle de 500 à 700 places, ce qui est très important, porté par une initiative privée. Un food court de 3000 m², une crèche, un mur d'escalade, des espaces d'escalade, des espaces de sport, une conciergerie, énormément de choses. À la base, c'est porté par un collectif qui est Cosmopolis, dont Jérémy, un de mes associés, fait partie depuis le début. Belleville a rejoint aussi l'aventure en route parce qu'on a des choses à apporter dans ce projet. Encore une fois, c'est un projet qu'ils ont monté, je pense que c'est important de le dire, qui a été monté à la base vraiment par ce collectif-là, qui est un collectif de citoyens aussi, engagés. Donc ça, c'est des choses qui nous plaisent, ça va créer de l'emploi, on construit du mieux qu'on peut avec des matériaux biosourcés, on essaye de prendre soin vraiment des architectes qui sont Oeco et Chloé Baudard, qui sont des architectes engagés aussi. Donc ça, c'est important. Symbolique de Belleville, je ne sais pas.
Pourquoi ? Parce qu'on fait beaucoup d'autres projets qui ont chacun leur symbole, en fait. Et je pense que chaque projet, du plus petit au plus grand, a son symbole. On va peut-être acheter Tati Tartine à Verdun, qui est un petit local de 15 mètres carrés. Ça a du sens. C'est symbolique aussi dans une démarche qu'on veut porter. Certes, moins volumineux, mais important aussi. Et du coup, sur la partie des exploitants, si on repart sur la cartoucherie, c'est quoi l'objectif ? C'est de faire un appel à projet, c'est de communiquer auprès des habitants pour savoir quel type d'activité ils aimeraient avoir, c'est partir vraiment d'un besoin pour en trouver ensuite des solutions ? Alors, en fait, la cartoucherie, c'est un projet qui date de... Ça fait plus de 4 ans, 4-5 ans que c'est monté. Le projet a été remporté par un appel à manifestation d'intérêt lancé par la ville de Toulouse. Ce que je n'ai pas dit précédemment, c'est un projet qui est soutenu politiquement, soutenu en co-investissement avec la Caisse des dépôts, soutenu par la région, soutenu par le département, par la ville de Toulouse. Donc, c'est soutenu, mais c'est-à-dire que vous avez travaillé main dans la main pour ce projet-là. Voilà, exactement. C'est un projet qui est... Donc, l'aménageur Opidea, qui est, c'est aussi un acteur avec qui on travaille de manière très proche. Donc ça s'est construit en 4-5 ans, c'est des projets compliqués à monter et la programmation s'est construite au fil de ce temps et notamment l'association aux riverains, il y a eu beaucoup de préfiguration, il y a eu beaucoup d'événements en amont. Donc c'est pour ça aussi que je pense que c'était Thomas qui disait tout à l'heure qui connaissait la cartoucherie, est-ce qu'il a peut-être fait une soirée, un dîner, une projection d'un film. Et pour donner un exemple concret sur la partie restauration, c'est 3000 m² de restauration, il y a 30 stands qui sont tous portés par des restaurateurs toulousains ou locaux. Et on avait organisé, donc les associés de Cosmopolis avaient organisé un dîner assez marrant avec, je ne sais plus, 150 invités et ils pouvaient goûter tous les plats. Il y avait peut-être plus que ça en invités, mais il y avait 120 stands au départ et puis finalement ils ont voté et à la fin ça nous a permis de sélectionner les 30 stands lauréats. Donc c'est des démarches aussi qu'on peut porter, très ancrées dans la vie au quotidien des habitants qui attendent cette halle. La bonne nouvelle qu'on attend, on est en train de boucler le financement, donc ça c'est question d'heures et de jours. Mais quand même grosse nouvelle à venir, je pense. Et ça, du coup, en termes de calendrier, l'ouverture est prévue pour quand ? Ouverture mi-2022. Ouais, voilà, mi-2022. Il va falloir patienter un peu avant d'aller se régaler dans le food court. C'est ça. Très beau projet. Ensuite, alors toujours à Toulouse, Croix Daurade. Donc, j'imagine que Toulouse, parce que vous êtes, il y en a 3, c'est ça, qui sont originaires de Toulouse, donc forcément ça participe au sourcing de projets. Donc Croix Daurade, Toulouse, donc là c'est 12 commerces et un peu de logement. C'est ça. C'est quoi le projet derrière ? Les logements, on verra. C'était une piste, c'est une piste. Pour l'instant, on s'est concentré sur les commerces. C'est un projet qui me plaît beaucoup parce que pour moi, il est emblématique aussi d'une typologie d'actifs immobiliers, de commerce un commerce un peu banal, de rez-de-chaussée, pas une architecture hallucinante. Dans une ville, on est dans Toulouse, mais on est quand même dans les quartiers au nord-est de Toulouse, donc quartier populaire finalement assez tranquille. Beaucoup de primo-accédants qui viennent s'installer là avec une promotion immobilière qui se développe. Et finalement, le processus fait qu'on est en train de tuer la dernière poche de mixité d'usage qu'il y a dans ce quartier. Il y a eu un grand centre commercial qui s'est développé à côté, qui a atteint aussi la fréquentation du centre. Et puis on le laisse périr. Le propriétaire précédent l'a laissé pendant 10 ans sans y aller. Et on a décidé de le racheter. Et au lieu de le démolir comme tout le monde voulait le faire et de créer 60 logements, on a décidé de le garder et de le réactiver avec les commerçants existants. On a passé énormément de temps sur place pour discuter, comprendre les problématiques. On récupère le centre, il y a quand même 5 000 € de trafic de drogue par jour, des jeunes qui font de la moto dans les arcades, c'est sport, mais des bagarres régulières. Mais on a envie de se confronter à ça parce que ça, c'est aussi le quotidien de beaucoup de centres commerciaux en France et on doit travailler avec ça. Donc on arrive là, on va peut-être être plein à 80% à la fin de l'année après un gros travail d'aménagement des espaces publics, de mobilier urbain, de remise en couleur du centre. Et pour moi, il est représentatif d'un sujet de société, comme je disais tout à l'heure, un sujet de comment on a envie de consommer, de quelle manière les Français et les Françaises ont envie de consommer, le lien à la proximité de la consommation et de son commerçant. Et en fait, nous, on y croit beaucoup, donc on y investit. Et on veut démontrer qu'il y a une place pour ce genre de lieu et de consommation qui, à notre sens, est un peu plus agréable que d'aller dans un centre commercial tout fermé, sans fenêtre.
Ouais, donc là, votre intervention, en fait, ça va de l'acquisition à la partie travaux, à la partie du coup appel à projet pour savoir qui seront les locataires, et ça va aussi après sur la partie animation et gestion du lieu. C'est ça ? Exactement. On a notre métier de foncière nous amène à faire l'acquisition de lieux à des stades différents, mais c'est notre quotidien. Par contre, on a vraiment internalisé toute la chaîne qui va de l'acquisition à la programmation, à la concertation, aux études, à la conception architecturale, aux travaux et à la livraison et l'exploitation. Ça, c'est important parce que tout se fait dans les détails et le prix de sortie d'une consommation quand on aura livré ou la programmation culturelle d'un café, eh ben, ça va jouer sur la fréquentation et la capacité à être ouvert au quartier ou pas. Et nous, on a envie de se concentrer là-dessus et c'est pour ça qu'on travaille dans les détails sur toute la chaîne. Super projet. Alors un projet un peu différent à Arvieux. Alors là, c'est carrément un château que vous allez transformer donc en co-living. Ouais. Ça, c'est plus compliqué de travailler sur un château. J'imagine qu'il y a des particularités matérielles et immobilières plus complexes, non ? Celui-là, tu vois, ça a été le plus simple quasiment. C'est un donc deux coopératives locales, l'Aitis et Laponia, qui sont basées à Arvieux. Arvieux, c'est un village hallucinant qui a pris le tournant démographique de la lutte contre le déclin démographique en investissant dans le numérique, grâce aussi à une coopérative qui s'appelle l'Aitis, qui a 20 emplois à Arvieux. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que c'est pas les gens d'Arvieux qui viennent travailler à Rodez, c'est les gens de Rodez qui viennent travailler à Arvieux. Donc c'est assez marrant, ils ont renversé les choses et ils sont très investis sur leur territoire. Et donc des porteurs de projets qui veulent prendre exemple ou vivre vivre cette aventure qui est à Arvieux, on cherche du logement et ils n'en trouvaient pas. Et donc le projet de rachat du château s'est fait naturellement et le jour où on a eu les clés, c'était plein. Donc le taux de vacances zéro, commercialisation zéro. Par contre, on a mis ces montants-là dans le réaménagement du lieu et ça, c'est des habitants d'Arvieux qui ont déménagé dans le château. Enfin, ça a été plutôt des porteurs de projets extérieurs qui voulaient venir habiter à Arvieux parce qu'il y a une atmosphère un peu spéciale à Arvieux qui inspire beaucoup de monde. C'est un tout petit village, 800 habitants, mais il y a des gens de la France entière qui viennent voir à Arvieux ce qui s'y passe. Et donc, ils avaient envie d'y vivre une aventure et ils ne trouvaient pas de logement. Ouais, ça donne envie d'aller voir nos territoires encore plus envie, quoi. On vous invitera. Et autre projet qui, moi, je trouve magnifique en termes d'architecture, c'est Albi. Alors, en termes d'architecture, en termes de projet, donc ancienne école, fermée depuis des années, c'est ça, que vous allez donner une deuxième vie à ce bâtiment en plein cœur d'Albi, quoi. Ouais, 2013... c'est un beau, encore une fois, c'est pour ça que je parlais de symbole. Donc on parle beaucoup de projets en Occitanie, mais on a un tropisme très Île-de-France-Occitanie. C'est vraiment important aussi de le savoir. On a beaucoup de projets en Île-de-France, mais ils sont différents. Ils vont voilà, et ça c'est intéressant. C'est des expériences différentes. Mais par contre, Albi, c'est un vrai partenariat avec la ville. C'est une ville qui nous a fait confiance, qui nous fait confiance, avec qui on est en totale transparence. Donc ça, c'est la ville qui vous a appelé pour ce projet-là ? C'est un appel à manifestation, un appel à projet de la ville d'Albi auquel on a répondu au prix de marché. Donc on n'est pas, je tiens aussi à le dire, c'est-à-dire que on est une foncière ESUS, on est une foncière qui veut créer de l'impact et qui veut maîtriser la qualité. Donc on investit de l'argent au départ, mais en fait on a acheté au prix du marché. Et sur Albi, on réactive cette école qui était fermée. C'est symbolique aussi d'un centre-ville magnifique. Enfin, Albi, je ne sais pas si tu es déjà allé, mais on est à côté de la cathédrale d'Albi, on est dans la cité épiscopale, c'est vraiment un centre-ville qui est sublime. Et puis pourtant, il y a des locaux vides, pas énormément, mais il y en a eu et ils ont souffert un petit peu de ça et ils ont vraiment mis beaucoup d'énergie pour réactiver et relancer les choses. Et nous-mêmes sommes un des acteurs qu'ils ont mobilisé pour ça. Et on va garantir pendant 18 ans des loyers modérés dans les rez-de-chaussée commerciaux. On fait 8 logements. Pour des familles en centre-ville, avec des logements, des belles terrasses, des logements en duplex, poutres apparentes, vraiment des logements sympas, une cour complètement revégétalisée et un petit atelier d'artiste dans le fond de cour. Donc ça, c'est porté par l'atelier d'architecture Arpan. Et voilà, donc vraiment, ça va être un beau projet, en effet. On attend beaucoup de ça. Très beau projet, je vous invite à aller voir les images, les photos, c'est magnifique. Et ça, vous avez essayé par exemple de retrouver les anciens profs, enseignants de l'école pour leur proposer d'habiter, de venir consommer, de venir voir,
Ouais, écoute, on est en train de faire ça. En fait, on est vraiment en train de. On a eu des appels sur les réseaux sociaux de gens qui étaient. On a des anciens parents d'élèves qui y sont allés ou qui ont enseigné. Donc, pour nous, c'est hyper important de garder cet esprit, la mémoire de l'école. On a investi dans des lieux existants, du patrimoine. La question du déjà là, elle est hyper importante. On lutte contre justement la question de l'artificialisation des sols, mais aussi la mise en mémoire des lieux. Tu vois, c'est des lieux qui sont magnifiques et qui créent une atmosphère qui est énorme. Et quand tu reviendras dans ce lieu, même si c'est du logement, tu retrouveras cette atmosphère d'une ancienne école. On va rouvrir l'école aussi aux habitants. Et il y a des investisseurs de l'ITA qui nous ont dit après, bah, tiens, moi j'étais à lui, je connais cette école, etc., etc. Donc c'est important. Ouais, bah, j'imagine l'histoire, l'objectif c'est de garder l'histoire du bâtiment sans dénaturer son histoire et son passé. Alors pour revenir un peu plus concrètement aussi, on est allé rencontrer 3 exploitants qui font partie des projets. On a notamment rencontré Nadia, que je te propose d'écouter et de voir, parce qu'on est allé la filmer. Donc Nadia. Avant l'arrivée de Belleville, il n'y avait pas de déco, il n'y avait pas de terrasse extérieure, il n'y avait pas tout ce qui était poubelle, gestion du centre commercial et décoration, ainsi que les luminaires. Ouais, donc là, on sentait qu'il y avait déjà un vrai besoin et un vrai problème déjà, et que votre arrivée a permis de leur trouver des solutions. Ouais. Bah écoute, déjà ça me fait plaisir de voir Nadia ici en image. C'est donc la serveuse de la pizzeria. Il y a un traumatisme et on se rend pas compte, mais tu laisses, t'es dans ton bureau, t'es asset manager, t'as 50 lignes d'actifs et puis tu pilotes ça à coup de rendement. Et puis tu dis tiens ça je vais le laisser, je vais le bazarder, je vais le vendre. Ben, c'est ça en fait la conséquence, hein. C'est que tu as des gens comme elle qui sont dans un centre commercial où en fait ils sont là depuis 15 ans. Le propriétaire est jamais venu, ils ont tout laissé à l'abandon et eux en fait ils sont des acteurs qui créent de l'emploi, ils sont des acteurs qui amènent à manger aux habitants, etc. C'est important, c'est la vie concrète comme on disait tout à l'heure. Donc nous ça nous révolte un peu, on n'a rien fait d'extraordinaire, hein. Voilà, on passe du temps. On est assez humble, on fait des erreurs aussi là, c'est assez marrant, on avait tout repeint en jaune, ils ont absolument pas aimé, donc on a eu ces cas-là et puis on a discuté et puis ça avance, mais voilà, ça nous plaît de voir aussi les commerçants qui sont investis, on a fait une terrasse pour eux, on a fait plein de choses et on essaie d'accompagner, hein, c'est pas facile, d'autant plus aujourd'hui. Bah c'est sûr, un locataire, c'est avant d'être une cellule Excel, c'est un humain, donc c'est vrai que les voir, les écouter, leur parler, ça paraît simple, hein, mais c'est du bon sens. C'est du bon sens. Ensuite, on a rencontré donc Sylvain. Même chose, on va le voir et l'écouter. Je pense que le terme est juste, foncière responsable, ça définit bien les choses. À la fois, à la base, c'est quand même une structure qui investit dans l'immobilier, donc c'est une foncière, et qui a pour objectif d'être propriétaire de foncier, ou en tous les cas d'apporter toute cette ingénierie sur la partie immobilière d'un projet. Et responsable, c'est dans le sens où elle va, plus qu'une autre foncière, s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur de ces murs, à l'usage qui en est fait et à la valeur sociétale et environnementale de ce qui s'y déploie. Et essayer d'adapter ses loyers et son modèle économique à l'usage et non pas contraindre l'usage comme c'est souvent le cas sur des projets immobiliers. Un dernier message pour la team Belleville. Bravo les gars, et c'est chouette d'être avec vous et de travailler à vos côtés. On sent bien la vraie aventure humaine que vous vivez avec eux, c'est quand même hyper plaisant, quoi. Sylvain, c'est un mec brillant, 5 ans à développer la cartoucherie, le moteur de la cartoucherie. Rien à dire, ça fait plaisir de l'entendre. Tu vois, hein, il a très bien compris. C'est quelqu'un on est une foncière, c'est notre métier. On professionnalise aussi. On est très confronté à des projets de tiers-lieux notamment ou d'autres types de projets qui sont des projets portés par des citoyens et des militants engagés, mais qui parfois ont besoin d'accompagnement sur la professionnalisation de l'immobilier. Donc voilà, merci Sylvain pour ce commentaire. Et puis il doit être ravi en ce moment parce qu'on est en train de boucler la cartoucherie. Donc c'est aussi grâce à lui, clairement. Et enfin, on a rencontré Laure, que je te propose aussi d'écouter et de voir. Au départ, nous interroger sur nos requêtes, les défauts du centre, les inconvénients, les avantages, qu'on voulait faire ressortir ou faire disparaître, quoi. Et vous avez commencé à voir du coup les premières actions? Mais sur l'extérieur déjà, réaménager, renettoyer, mettre un petit peu de couleur, donner des accessibilités, des visibilités un peu plus importantes.
Donc là, on sent bien qu'encore une fois, on part d'un besoin, d'un problème. Et vous n'arrivez pas avec votre projet, vous dites voilà, on a une idée, un concept, et, et vous allez les interroger, quels sont vos problèmes, qu'est-ce que vous aimeriez voir dans le centre. Ouais. C'est ça qui est difficile, hein. On a le droit d'avoir une vision, enfin c'est bien, on en a nos convictions, il ne faut pas qu'on vienne avec des plats tout faits. Donc ce temps à passer à comprendre, je pense que on aime bien parler d'humilité, encore une fois on fait rien d'extraordinaire, mais en même temps on prend du temps, on met de l'énergie pour comprendre et on essaie de faire les bons compromis. L'aménagement du centre n'avait pas plu à tout le monde, mais tu avais un commerçant qui n'aimait pas le jaune et il nous disait que c'était moche, et puis le lendemain son client avait adoré, donc du coup ça devenait beau. Donc en tout cas on a remis de l'attention, et je pense que c'était aussi ça l'objectif recherché, c'est tu passes devant ce centre, tu le remarques, et voilà, ils sont considérés, et c'est ça l'objectif. Bon, il va falloir qu'on conclue. Belleville dans 10 ans, ça va ressembler à quoi ? Écoute, je sais pas, et j'ai pas envie de faire des recettes toutes faites à l'avance, mais ce qu'on a envie d'inspirer du monde, on a envie d'inspirer des jeunes, on a envie de former, on a envie de créer une dynamique positive, on a envie de faire des super projets, on a envie de transmettre aussi, de partager nos erreurs. On est loin d'être seul dans cette démarche de faire de l'immobilier un peu différemment. Il y a plein de belles boîtes que j'ai pas le temps de citer, mais Village Vivant et plein d'autres, Terre de Liens, Chenley, Éthique, toutes ces boîtes-là font des trucs super. Chacun, je pense qu'on a besoin de se regrouper aussi, d'avancer, de partager aussi tout ce qu'on fait. Donc c'est ce qu'on veut faire. Et puis voilà, Belleville, on verra après ce que ça donne. Mais vous avez encore un peu de temps pour des nouveaux projets. On peut encore vous appeler, quoi. Ouais, on en a encore du temps, et on a encore de l'énergie. Génial. Super. Merci du coup pour cette énergie. Merci à toi. Merci pour tous ces éclairages, tous ces super projets. Donc n'hésitez pas, si vous aussi vous avez des appels à projets, vous avez des idées, vous avez des convictions sur cet immobilier, sur nos territoires français, n'hésitez pas à rejoindre Belleville, donc belleville.fr, le site. Je vous invite aussi à rejoindre tous leurs pages sur Facebook, sur Instagram, donc la page de Belleville, la page des projets, pour pouvoir les suivre. Merci Alexandre d'être venu nous voir pour cette première émission de l'immobilier dans le bon sens. Merci à toi. Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas aussi à m'écrire si vous voulez voir des invités venir, voir des sujets abordés sur ce thème de l'immobilier dans le bon sens. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Bonne journée Alexandre, à merci. Bientôt. Salut. L'immobilier dans le bon sens, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et toutes les plateformes de streaming.